S'il y a bien un sujet que je trouve n'est pas du tout assez abordé sur YouTube, c'est bien la gestion des eaux de pluie, que ce soit au potager ou sur une serre de jardin. Vous n'imaginez pas les quantités astronomiques d'eau qui tombent ainsi sur la surface d'une serre, qu'elle soit bâchée ou qu'elle soit vitrée, et toute cette eau n'est pas du coup absorbée par la terre. Elle finit ainsi sur les côtés, et cela peut provoquer un phénomène qui est très dérangeant, c'est que votre serre se transforme en véritable piscine. Un sujet d'autant plus d'actualité car la ville de Rennes a enregistré pour ce mois de janvier-là, de cette année, la plus grosse quantité d'eau de pluie qu'il n'ait jamais tombée de toute l'histoire des relevés météorologiques. Et ça ne présage rien de bon pour les années futures. Du coup, dans cette vidéo, comme chaque mois, on va faire une visite complète de la serre pour voir toutes les cultures qui y poussent actuellement. On va profiter de cette vidéo pour ramasser, comme d'habitude, une cagette de légumes. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer les différentes expériences que j'ai fait pour avoir une meilleure gestion de l'eau de pluie au niveau de la serre. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alex, bienvenue sur la chaîne Personne Connaît. Et avant de commencer la visite guidée de la serre, vous l'avez sûrement remarqué que ces derniers jours, il y a eu énormément de pluie qui est tombée sur l'ensemble de la France. Et d'ailleurs, ça va être l'occasion de voir comment a réagi mon système d'évacuation des eaux de pluie, c'est-à-dire les différents fossés que j'ai créés autour de la serre pour pouvoir rediriger l'eau et éviter de me retrouver avec une serre qui se transforme en piscine. Au vu de ces dernières années qui ont été très pluvieuses, surtout l'année dernière, du coup quand j'ai installé la serre, j'ai bien réfléchi à une bonne gestion hydraulique. Comme on peut le voir, la serre est vraiment surélevée par rapport au jardin. Vous voyez, le jardin il est comme ça, et la serre elle est vraiment sur un promontoire, sur une zone qui est vraiment surélevée et qui est vraiment pas du tout à la même hauteur que le reste du jardin. Et du coup, tout autour de la serre, j'ai creusé ici des fossés. Là, vous voyez, j'ai creusé un fossé ici, là. Après, ça fait le tour de l'autre côté. Vous voyez, ici. Et ça va après de l'autre côté de la serre. Voilà, ici. Mon jardin est en pente et il est en contrebas de la ville qui est là-haut. Du coup, il y a beaucoup d'eau qui s'écoule depuis là-haut et qui descend comme ça et qui dévale tout le jardin. C'est pour ça que là, j'ai essayé de créer une zone qui est hors eau, vous voyez, pour que je puisse circuler, parce que tout là-bas, il y a les poules. Et du coup, pour pouvoir aller régulièrement chez les poules sans avoir les pieds mouillés, du coup, j'ai créé ici un fossé pour pouvoir évacuer l'eau de pluie. Vous voyez, il y a tout le temps de l'eau qui coule là pendant cette période. Et après, ça a fini dans l'évacuation des eaux de pluie. Vous voyez, après, ça finit ici. C'est pour ça que j'ai mis des pas japonais ici sur cette partie-là, parce que cette partie-là est tout le temps inondée. Et surtout parce que l'eau est obligée de passer par là. Vous voyez, et du coup, j'ai encouragé l'eau à passer par là, parce que sinon, en fait, si je n'avais pas créé ce fossé déjà, toute cette partie-là de mon jardin, elle serait inondée comme ça l'est de temps en temps. Certaines années, ici, c'est complètement inondé. Et du coup, le fait d'avoir créé ici un espèce de fossé, ça me permet d'avoir une zone à peu près sèche. Après, il va falloir que je le retravaille parce qu'il s'est déjà de nouveau bouché. Ça se bouche régulièrement. Et du coup, il va falloir que je le refasse régulièrement, que je le retravaille. Et du coup, ça permet d'avoir une meilleure évacuation des eaux de pluie. Et d'ailleurs, un truc intéressant à voir, c'est qu'il y a carrément une source qui est apparue. Vous voyez, ici, il y a un trou avec de l'eau qui en sort carrément. Là. C'est assez hallucinant. Et du coup, cette source, elle est apparue vraiment dans un endroit qui m'arrange parce que c'est vraiment dans la continuité de mon fossé d'évacuation des eaux de pluie. Regardez, j'ai bouché la source avec un petit bouchon. Hop. Et voilà. Non, en vrai, je vais pas le laisser. Mais vous voyez vraiment par où ça sort, quoi. Devant la serre, j'ai également fait un fossé ici, où quand il pleut, il y a énormément d'eau qui s'écoule. D'ailleurs, on voit qu'il y a pas mal d'eau. Là, j'ai creusé un peu pour que la porte de la serre puisse s'ouvrir sans être gênée. Elle puisse s'ouvrir totalement. Et là, voilà, toute l'eau, elle s'écoule par là. Et elle vient de derrière la serre. Ça s'écoule là, ça s'écoule là. Là, il y a une petite marche, comme ça, j'ai pas besoin d'avoir les pieds dans le fossé pour pouvoir ouvrir la serre. Et là, voilà, ça s'écoule par là et ça rejoint mon canot. Ce système d'évacuation des eaux pluviales autour de la serre fonctionne très bien. C'est assez impressionnant de voir toute cette eau qui circule à l'intérieur de ces différents canaux. Je vous le filmerai la prochaine fois d'ailleurs. Et du coup, à l'intérieur de la serre, j'ai beaucoup moins de problèmes d'eau. Mais par contre, il y a quand même de l'eau qui remonte par le milieu de la serre. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être dû par la remontée capillaire. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, voyons voir ce qu'il se passe dans la serre. Hop. Alors, à l'intérieur, ça pousse très bien. Il y a eu quelques problèmes dus au gel, dus au fort gel qu'il y a eu à l'intérieur, mais ça pousse quand même assez bien. À droite, dans la serre, j'ai mis les boutures que j'avais réalisées la dernière fois avec vous. J'ai mis ici parce que c'est une zone qui est plutôt mi-ombre, mi-soleil.
à cause du mur qui est de l'autre côté de la serre. Et du coup, ça évite que les boutures soient en plein soleil toute la journée. Et ça permet d'éviter que les boutures surchauffent. Donc là, elles sont au top, tranquillement. Là, ici, j'ai 2 choux qui poussent. Là, j'ai de l'oignon rocambole qui, lui, végète un peu et qui va bientôt repartir au printemps. Voilà, c'est de l'oignon perpétuel. Là, ici, j'ai du mesclin qui pousse d'ici jusqu'à ici environ. Voilà, tout ça, c'est du mesclin, c'est de la salade à couper. On coupe au fur et à mesure et ça revient à chaque fois. Là, j'ai de la mâche. Alors là, la mâche, c'est la véritable forêt. Il y a un peu d'herbe indésirable qui pousse au milieu de la mâche. Mais sinon, elle se porte super bien, sans aucun problème. Là, j'ai les semis de fèves que j'avais réalisés la dernière fois avec vous. Ils sont en train de tous sortir de terre tranquillement. Et une fois qu'ils seront bien sortis, j'irai les implanter après au potager. Là, j'ai le chou perpétuel, le chou de Banton, qui pousse lui aussi tranquillement. Là, à partir d'ici, c'est une zone que je dédie à faire une mini forêt tropicale comestible. Donc, vous doutez bien qu'à la période de l'année dans laquelle nous sommes, je n'ai pas encore mis de plantes tropicales. Je vais attendre un peu que ça se réchauffe. Donc, en attendant, j'ai 2 choux qui poussent là. Là, j'ai de la salade un peu partout qui pousse. Là, j'ai un palmier pour la décoration. Là, j'ai un citronnier caviar, voilà, qui a bien tenu par rapport au gel. Franchement, il a eu un petit peu de dégâts, mais il s'en est bien sorti. Voilà, citronnier caviar ici. Donc après, plus tard, j'implanterai d'autres plantes tropicales. Donc je suis encore en train d'y réfléchir. Là, j'aurais trop aimé mettre un oranger, mais le problème, c'est que les orangers, ce sont des plantes qui prennent un sacré volume. Donc là, il n'y aura pas assez de place pour avoir un oranger. Donc je réfléchis peut-être un mandarinier satsuma qui est plutôt buissonnant. Donc je vais voir. Donc voilà, ça pousse tranquillement. Là, de l'autre côté, ici, j'ai un citronnier classique qui lui aussi pousse. Il a pris un petit coup avec le gel quand même. Il a perdu pas mal de feuilles. Là, les feuilles, elles sont vraiment décolorées. Donc à la sortie de l'hiver, je pense que je vais lui mettre de l'engrais fait maison. Et après, ça va le faire repartir tranquillement. Et voilà, il a pris un sacré coup. Alors que l'autre à côté, le camélonier, ou je sais plus le nom que c'est qu'il a, ben lui, il a pas eu trop de dégâts. Franchement, il s'en est bien tiré. Bien évidemment, tous ces fruits sont morts, hein, on les voit. Là, tout ça, ce sont des fruits qui sont morts. Mais bon, c'est pas grave. L'année prochaine, j'espère qu'il s'en sortira mieux. Donc voilà, ici j'ai la mini-serre dans la serre. Alors en fait, voilà, c'est une mini-serre que j'ai intégrée ici, avec ce type de bâche. Là, on voit mes semis de salade. Là, les semis de fèves. Donc franchement, nickel. Donc quand je ferai mes semis pour le potager d'été, je les mettrai à l'intérieur de cette mini-serre. Et en plus, j'ai mis au fond là des bouteilles qui sont remplies d'eau. L'eau, elle chauffe toute la journée. Là, c'est bouillant. Ça chauffe toute la journée et ça restitue la chaleur la nuit. Là, j'ai juste à fermer et la chaleur, elle est confinée à l'intérieur. Franchement, c'est top. J'ai profité de la période où il a fait très froid pour prendre quelques mesures et vérifier la réelle efficacité de la mini-serre. Et les résultats sont vraiment très impressionnants. C'est-à-dire que dans le jardin, il faisait aux alentours de moins 6 degrés, alors que dans la grande serre, au plus bas, il est allé jusqu'à moins 5 degrés. Et dans la mini-serre, au plus bas, la température n'est pas descendue en dessous de moins 0,6 degrés. Ça veut dire que la mini-serre est vraiment très performante quand il s'agit d'accumuler de la chaleur et de la conserver très longtemps. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une zone qui est quasiment hors gel la plupart du temps. C'est très rare quand les températures extérieures vont jusqu'à moins 6 degrés. Et là, ça fait vraiment une zone où on peut faire quasiment tous les semis pour le potager d'été, les semis qui ont tendance à craindre le froid. Alors il faut savoir que ce type de bâche ne tient pas avec le temps. Au bout d'un moment, elle finit par se désagréger à cause des rayons du soleil. C'est pour ça que je compte la laisser seulement jusqu'à que la période de gel soit finie. Et une fois que la période de gel est finie, ben là je retirerai la bâche et j'irai la ranger. Et du coup, je garderai comme ça le meuble nu. Et c'est pour ça que du coup, petite astuce, c'est que j'ai pris le meuble beaucoup plus grand que normalement la taille dont j'ai réellement besoin. Et du coup, ça me permet d'avoir un étage supplémentaire. Alors l'étage supplémentaire, là, il n'est pas exploitable tant qu'il y a la bâche. Mais quand je retirerai la bâche, et ben là, j'aurai un étage supplémentaire pour pouvoir mettre mes plantes dessus. Parce qu'en temps normal, sur cette zone-là, il y a seulement les raccords ici, mais il n'y a pas l'étage supplémentaire. Alors du coup, vu que j'ai retiré une hauteur, ben ça m'a permis d'avoir un étage supplémentaire à mettre ici. Je sais pas si je suis assez clair dans mes explications, mais je vous mettrai le lien de la mini-serre en description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez la retrouver si jamais vous êtes intéressé avec la dimension que j'ai choisie. Juste à côté, j'ai les radis noirs qu'on va ramasser tout à l'heure. Là, j'ai un chou d'Aubenton, chou perpétuel qui continue de pousser. Là, les radis noirs, ils ont une bonne taille. Là, donc là, on va pouvoir les ramasser. Là, ils ont même été grignotés ici par des limaces ou par des escargots.
Donc bon, il commence à avoir une bonne taille. C'est pas la meilleure taille que j'ai eue au niveau des radis noirs dans une serre, mais là ils ont pris un petit coup de gel. Là on peut voir la forme qu'ils ont. Ça c'est pas normal, c'est le gel les a pas mal touchés, mais ils sont quand même encore en vie. Et ça c'est le plus important. Là j'ai du stock d'eau de pluie pour pouvoir générer de la chaleur, pour que ça fasse comme dans la mini-serre, c'est-à-dire ça chauffe la journée, l'eau qui est à l'intérieur et ça la restitue après la nuit. Donc toute l'eau qui est ici est bien brûlante dans ces bouteilles d'eau. Et là, en fait, cette zone-là, je compte la transformer en salon de jardin d'hiver. Et du coup, là, cette zone-là de culture, je vais la déplacer ici avec vous tout à l'heure. Et pour finir, ici, j'ai une autre bande de mesclins qui pousse tranquillement. Voilà. Il n'a pas poussé uniformément bien, mais il pousse quand même. Et là, j'ai des oignons rocambole aussi, des oignons perpétuels. Alors, je vous avais expliqué que par un phénomène étrange, il y a de l'eau qui remonte comme ça dans la serre. Donc, je suppose que c'est par la capillarité. Alors, tout se passe ici. Là, vous voyez, toute cette paille ici, elle est gorgée d'eau. Là, quand j'appuie ici avec la botte, là, ça le fait pas trop, mais là, je sais pas si on voit. Et encore là, ça a un peu diminué. Mais à certains moments, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'eau. On entend même au bruit que c'est gorgé d'eau. La paille, heureusement, a pas mal bu. Mais du coup, là, c'est vraiment spongieux, quoi. Et c'est vraiment au centre de la serre. Alors qu'en temps normal, ça serait plutôt sur les côtés. Avec la condensation, ça coule ici, ça descend là. Ça serait plutôt sur les côtés que c'est mouillé. Et là, c'est vraiment au centre de la serre. À savoir qu'il ne pleut pas dans la serre, à part quelques petites gouttes à cause de la condensation sur ici les fils d'Eltan. Mais sinon, il ne pleut pas dans la serre. Donc là, c'est inexpliqué qu'il y ait de l'eau ici. J'arrose pas dans la zone de passage. Donc c'est inexpliqué qu'il y a de l'eau qui ressort ici par la terre, ici, sur cette zone. Alors il faut savoir que quand j'avais installé la serre, j'avais creusé ici. Voilà, et j'avais creusé ici aussi pour avoir des zones de culture qui soient légèrement surélevées, au cas où il y a trop d'eau dans la serre, au cas où ça me fasse, comme l'année dernière, une serre en mode piscine, que l'eau puisse s'évacuer comme ça et aller au pire, dans le pire des cas, au milieu, dans la zone de passage, et après être évacuée, hop, par là, par en dessous là. Mais là, voilà, c'est vraiment à cet endroit-là, c'est même pas derrière, c'est vraiment ici, voire un petit peu ici, on peut voir un peu que c'est un peu humide, mais c'est vraiment ici qu'il y a de l'eau qui remonte par le dessous. Alors on va voir, là j'ai une petite pelle, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça, c'est assez impressionnant. Alors ça l'a pas fait ici, là j'ai creusé tout le paillage jusqu'au niveau de la terre, là il n'y a rien, mais par contre ici, regardez ça, il y a de l'eau qui remonte par le dessous. Vous voyez? Et c'est pas une petite quantité, ça s'est bien rempli. Là j'ai creusé, ça s'est automatiquement rempli. Et là on voit l'épaisseur de paillage qui est assez large, quoi. Là on voit la terre, et là on voit qu'il y a bien de l'eau qui remonte par le dessous. Alors j'espère que ce n'est pas une source qui est apparue au milieu de la serre, mais c'est assez hallucinant, sachant que la serre est quand même surélevée par rapport à tout le reste du jardin. Et de savoir qu'il y a de l'eau qui remonte pas là, ni là c'est sec, ni là, mais juste ici au centre, c'est quand même assez hallucinant. Alors j'espère que c'est pas en train de me faire un trou, comme le trou que je vous avais montré tout à l'heure dans le fossé, un trou avec de l'eau qui en jaillit, mais c'est vraiment ici, à cet endroit-là précisément, où il y a de l'eau qui remonte. Donc voilà, c'est assez inquiétant, il va falloir que je réfléchisse à comment je vais arranger les choses. Alors peut-être qu'il faudrait que je creuse, enfin que j'enlève tout le paillage ici, et que je rajoute des brouettes de terre pour pouvoir tout remettre à niveau et pouvoir bien ensevelir cette zone. Mais voilà quoi. Alors ça peut avoir un côté intéressant parce que du coup les plantes qui sont ici ou qui seront là, si elles ont un gros réseau racinaire, elles pourront atteindre l'eau qu'il y a sous la serre sans avoir besoin d'arroser, une bonne quantité d'eau. Mais le truc qui est pénible, c'est que c'est en plein milieu de la serre, là où c'est la zone de passage, là où je mets du paillage. Du coup, vu que le paillage sera constamment détrempé, et ben là, il va se décomposer beaucoup plus rapidement. Il va falloir que je réfléchisse à un paillage qui soit beaucoup plus durable. Mais du coup, voilà, c'est vraiment à cet endroit-là, au milieu de la serre, quand même, où ça le fait, où il y a de l'eau qui remonte. Sachant que, voilà, vu que cette zone-là, ça va être une zone de passage également, parce que la zone de culture, elle va être décalée ici. Là, c'est vraiment pas l'idéal. Ensemble, on va faire une petite expérience. Je vais ramasser tous les radis noirs qui sont ici. Là, je compte, voilà, transformer cette zone en zone de passage. Donc, je vais décaisser la terre sous 15 cm pour mettre la bonne terre que j'ai améliorée pendant plusieurs années pour la mettre ici. Et là, la terre que je n'ai jamais améliorée, je vais la mettre ici.
Et en décaissant, on va voir s'il y a vraiment beaucoup d'eau qui remonte ou pas, voir si ça se transforme en pâte au joueur. Ça va être assez intéressant de faire l'expérience. Une autre chose pertinente, c'est que si jamais on constate que vraiment il y a une source, entre gros guillemets, à cet endroit-là très précisément, on pourra faire un genre de bassin de collecte ou un genre de bassin naturel pour pouvoir après collecter de l'eau ou carrément faire un réseau avec des fossés qui circulent dans la serre pour pouvoir faire circuler l'eau dans l'ensemble de la serre. Ce seraient des idées qui pourraient être potentiellement intéressantes. J'ai terminé la récolte, voilà. Alors ils sont pas très gros cette année. Alors je pense que c'est parce que j'ai négligé le fait de les éclaircir. Là je les ai pas assez éclaircis, donc du coup ils sont un peu petits. L'année dernière ils étaient beaucoup plus gros. Après il y en a quand même des gros au calibre, mais ils sont un peu petits. C'est peut-être après l'année parce que cette année-là ils ont plus tardé à arriver à maturité que l'année dernière par exemple. Mais voilà, et puis je rappelle quand même que ça se mange, les radis noirs ils se mangent, mais là tout ça, les fans, ils se mangent également. On peut faire des veloutés de fans et plein d'autres recettes comme ça. Mais là je pense que je vais pas manquer de nourriture. C'est dommage, il y avait le voisin tout à l'heure, j'aurais pu lui donner des radis noirs. Mais ouais, là encore une grosse cagette. Donc vous comprendrez bien que je vais pas m'amuser à ramasser le mesclin ni la mâche, parce que sinon là je vais avoir plus de place du tout dans le frigo. Voilà, petite récolte qui pèse son poids. Et voilà, là, tout ça, des bons radis noirs du jardin. Vous voyez la terre où il y avait la plantation de radis noirs, eh ben, elle est excellente. Je l'ai travaillé pendant plusieurs années en rajoutant du sable, du fumier de cheval, du fumier de poule, du compost. Et là, même profondément, on va voir à quelle profondeur elle est bonne. Ah ouais, là, elle est pas mal, hein. Il y a un peu de terre glaise qui a été ramenée des profondeurs par les vers de terre. Là. Mais franchement, elle est vraiment excellente. Donc je sais pas à quelle profondeur elle est bonne comme ça. Ouais, si même profondément, elle reste bien noire. Donc c'est pour ça que voilà, je vais ramasser toute cette bonne terre, parce que ça serait dommage de la perdre, et la mettre ici, dans une zone où j'ai jamais travaillé la terre, vu que j'ai agrandi la serre, et que maintenant j'ai toute cette zone-là qui est dans la serre également. Là, toute cette terre que je n'ai jamais améliorée, je vais la ramasser, la mettre ici, et cette terre là je vais la mettre ici. Je vais enlever les zoyas. Ah, je sais pas si vous avez vu, il y a de l'eau en dessous qui est remontée. Il y a plein d'eau. Regardez-moi ça. Je vais retirer encore un peu en essayant de faire attention de ne pas renverser la bonne mélasse. Regardez-moi ça. Là il y a de l'eau là-dessous qui remonte. Là, c'est sûr que l'Oya, il allait pas se vider. Vous savez quoi? On va s'occuper du décaissage, de creuser ici et voir ce qui se passe là-dessous demain. Enfin, pour moi, ça va être demain, mais pour vous, ça va être tout de suite. Parce que moi, là, maintenant, je vais m'occuper de laver les radis noirs, de les trier, car il commence déjà à faire nuit. Avant de vous quitter, regardez. Là, il y a de l'eau déjà ici. Voilà, à cette profondeur-là. Alors que pourtant, le reste du jardin est beaucoup plus bas. Regardez, là, ça descend jusqu'ici. Et après, là, le reste du jardin est vraiment beaucoup plus bas. Alors qu'ici, il y a de l'eau déjà à cette profondeur-là. C'est vraiment trop bizarre. Ouais, à méditer. Nous sommes le jour 2 et il fait une chaleur là. Wouah! Et il fait plus chaud ici que dans ma maison. Dans ma maison, je me chauffe à 15 degrés et ici, il fait 25 degrés. Donc moi, je pense que je vais aller habiter ici. Je vais habiter définitivement ici. Il fait un peu froid la nuit, mais sinon, tout le reste de la journée, franchement, ici, on est bien. On est très très bien. Du coup, on va aller décaisser la terre ici, sous 15 cm de profondeur. Alors pourquoi je creuse toujours à 15 cm de profondeur et j'améliore toujours la terre à 15 cm de profondeur? C'est parce qu'en fait, il faut respecter les différentes strates géologiques dans une terre. Parce qu'en fait, les strates géologiques ne sont pas faites pour être mélangées. Il y a la vie terrestre de surface et il y a la vie terrestre de profondeur. Et la vie terrestre de profondeur ne supporte pas être exposée à la surface. Alors du coup, pour le bien-être et pour travailler correctement sur sol vivant, il faut jamais mélanger les strates à plus de 15 cm de profondeur. Pour commencer, je vais dépailler la zone ici et on va voir ce qu'il se cache en dessous. Voilà, je vais tout stocker en attendant dans un coin. Ah, ça s'est bien décomposé, hein. J'avais mis une sacrée couche.
Là, regardez, on voit bien la différence entre une terre qui a été bien travaillée. Là, ça s'enfonce tout seul, comme un rien. C'est bien noir en profondeur. Alors qu'une terre qui n'a jamais été travaillée, là, j'ai du mal à l'enfoncer. Hop. Et là, regardez, c'est tout dur. C'est vraiment pas terrible. Bon, je vais mettre les premières couches de terre qui sont ici. Je vais les mettre dans la bassine. Et après, je vais transvaser la terre qui est là, ici. Allez, en avant. Ah ouais, là, ça a bien besoin d'être changé. Ça y est, j'ai fini. Non sans peine. J'ai dû ouvrir là-bas. Il fait une chaleur dans cette serre. Là, il fait plus de 25 degrés. Donc là, j'ai un sac que j'avais gardé de côté. C'est un sac de paille de fumier de cheval. Et je vais faire un réassort ici. Vu que là, ça s'est bien décomposé et que c'est bien humide. Là, un bon réassort, ça va permettre de remettre à niveau. Et puis de pouvoir avoir un sol équilibré et droit. Là, j'ai déplacé tous les oyas, j'ai déplacé les plantes. Donc franchement, nickel. On sait même plus où commence la zone de culture et où elle s'arrête. J'ai hâte de voir le résultat final, de voir tout l'espace que ça va donner. Mais il fait chaud, hein. Ici il fait 22 degrés. Allez hop. Ouh. C'est que ça s'était bien décomposé dans le sac. J'ai fini l'installation finale de la serre. Est-ce que je ne vous ferai pas une petite visite guidée? Alors voyons le résultat final. Et voilà, là ça fait beaucoup plus d'espace pour pouvoir circuler. Franchement c'est top. Là ça fait un grand espace pour le salon d'hiver. Franchement. Donc là les zones de culture sont bien délimitées. Une ici, une ici. Je n'ai pas besoin de plus parce qu'avec le potager, j'ai suffisamment de zones de culture pour avoir suffisamment de légumes. Et là au fond c'est là où je vais vraiment m'amuser pour au printemps et l'été où je vais commencer à installer la forêt tropicale comestible. Donc là, les agrumes, ils vont bien pousser plus tard, ils vont devenir assez grands. Il faut bien visualiser, mais ça va faire limite une canopée ici. Là, je vais mettre d'autres plantes exotiques. J'ai réfléchi encore les plantes exotiques que je vais mettre, mais ça sera toujours des plantes exotiques comestibles. Donc à voir. Et puis après, là, plus tard, ça va faire comme dans mon ancienne serre, des pieds de tomates qui vont grandir assez haut. Là, il va y avoir les concombres qui vont pousser. Et franchement, j'ai hâte de voir le résultat de cet été. Alors bien sûr, ça manque un peu de technologie, donc on va rajouter le système d'arrosage automatisé. On va rajouter des oyas aussi pour boucher les trous, là où il n'y en a pas. Voilà, le système d'arrosage automatisé qui va passer là, qui va passer ici. Alors ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir l'installer avec vous, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment on fait. Et puis il va falloir que je fasse des modifications au niveau de ma cuve de récupération d'eau de pluie qui est à côté de la maison pour la transformer en château d'eau. Parce qu'il va me falloir beaucoup de pression pour pouvoir faire en sorte que l'eau circule partout. Ultérieurement, quand il n'y aura plus les bouteilles qui seront là, je vais mettre une grande cuve ici de 500 litres. Et comme ça, je vais pouvoir avoir un point d'eau directement dans la serre. Et ça sera beaucoup plus facile pour m'occuper de la serre. Je n'aurai pas tout le temps à aller au récupérateur d'eau qui est à côté de la maison. Ça va me faire gagner beaucoup de temps. Et voilà, hein, il manque quoi? La tireuse à bière et la télé-écran plat pour regarder les matchs de foot. Il n'est pas impossible, du fait des remontées capillaires qu'il y a au milieu, que je sois obligé à un moment donné de changer de paillage. Alors pourquoi pas du bois broyé ou des plaques en pierre. Le problème c'est que les plaques en pierre, l'été, ça va accumuler de la chaleur et ça va faire une vraie fournaise à l'intérieur. Donc ce n'est pas forcément la solution. Ou alors on peut carrément faire des plaques en pierre avec un paillage par-dessus. Et là, du coup, ça permettrait d'avoir le paillage pendant la période estivale et puis l'hiver de retirer le paillage et d'avoir les plaques en pierre qui accumulent de la chaleur. Il y a plein de possibilités différentes. Après, je veux que ça garde un petit esprit naturel quand même. Je veux pas que ça fasse trop industriel, trop nature perturbée, que ça soit le plus naturel possible. Mais il y a plein de possibilités pour pouvoir gérer les problèmes d'hygronométrie dans une serre. Maintenant, on va aller voir les données qui ont été enregistrées par la balise météorologique concernant la température dans la serre et le taux d'humidité. Voici les données qui ont été collectées cette semaine dans la serre, et comme on peut le voir, il n'y a pas eu beaucoup de jours où il a fait beau. En fait, le moment où il fait beau, c'est les moments où le taux d'humidité descend assez bas, et comme on peut le voir, il n'y en a eu qu'un seul jour où c'était comme ça, et les autres jours, le taux d'humidité restait assez haut, donc grosso modo, il a plu une bonne partie du temps. Par contre, les températures au plus bas étaient autour de 4 degrés, mais les températures au plus haut sont montées jusqu'à 27 degrés, ce qui est assez impressionnant.
Donc là, il commence à faire assez chaud dans la serre, il va falloir faire attention et faire attention qu'il n'y ait pas trop de surchauffe. Donc quand les températures montent très très haut, là il vaut mieux ouvrir la serre pour aérer, mais sinon la plupart du temps, les températures sont plutôt acceptables. Ici, ce sont les données mensuelles qui ont été collectées dans la serre, et comme on peut le voir, il y a vraiment une grosse période où il a fait très froid. C'est vraiment assez impressionnant. En tout cas, pour ma région, on n'a pas l'habitude. Ça n'était pas arrivé depuis 2018 quand même. Et il a fait, la température sont descendues jusqu'à moins 5,6. C'est très impressionnant. À savoir que, pourtant, les agrumes ont quand même tenu. Ils ne sont pas morts. Alors que ce ne sont pas des agrumes qui sont adaptés au froid. Ce sont des agrumes qui sont normalement adaptés à ce qu'on appelle la zone de l'oranger. C'est une zone géographique où, les agrumes se portent assez bien. Les agrumes qui ne supportent pas le froid arrivent à survivre. Mais alors là, ils ont quand même réussi à tenir. C'est assez impressionnant. Mais c'est quand même des périodes qui sont vraiment assez rares et qu'on n'a pas l'habitude de voir en temps normal. Voici ce que ça donne la nuit avec l'éclairage solaire allumé. Alors, je laisse jamais l'éclairage solaire s'allumer automatiquement. En fait, il y a une télécommande avec qui me permet de choisir quand est-ce que je vais l'allumer et quand est-ce que je vais l'éteindre. Parce que si on le laisse s'allumer automatiquement, ça s'use beaucoup plus vite. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de la guirlande solaire en description de la vidéo. Et là, vous voyez, ça fait un petit espace assez cosy. On peut s'y déplacer. Bon, il n'y a pas assez de lumière pour jardiner, mais on peut s'y déplacer, c'est assez sympa. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. N'hésitez pas à partager en commentaire votre opinion ou votre expérience vis-à-vis de la gestion de l'eau de pluie, que ce soit à la serre ou au potager. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus.